Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver au micro. En plus aujourd'hui c'est particulier puisque je suis revenue à Saint-Malo après un grand moment d'absence. Et j'ai voulu, pendant cette semaine du coup de retour, j'ai voulu aller rencontrer 2 femmes avec un super beau projet qui n'est pas un projet en fait, qui est bientôt une belle entreprise. J'ai eu un énorme coup de cœur grâce à une de mes amies qui m'en a parlé. Gros coup de cœur pour cette idée. Je vais pas en dire plus parce que l'idée c'est quand même que ce soit ces 2 personnes qui vous en parlent. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia et Christine. Donc déjà, merci à vous 2 de prendre ce temps parce qu'en plus, on est samedi. Je vais vous donner la parole juste après. Déjà, Christine et Laetitia, aujourd'hui, est-ce que vous allez bien ? Ah bah on va très bien. Bah oui. Plutôt très très bien. Ok, bonne humeur. Est-ce que dans un premier temps, avant qu'on parle vraiment du cœur du sujet, est-ce que vous pourriez chacune vous présenter, vous dire, du coup nous dire déjà quelle femme vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors âge par âge, on s'en fiche, sans filtre, vous dites ce que vous avez envie de dire, et puis l'activité, soit actuelle, soit à venir. Qui commence ? Christine ? Eh bien, moi, je suis Christine. Quelle femme je suis ? Waouh, j'avais pas préparé ça. J'ai 53 ans, je pense qu'on peut le dire. J'ai 53 ans. Je suis une femme, je pense, curieuse, qui a besoin d'avancer dans la vie. J'aime pas trop quand ça stagne, quand il se passe rien. Ce qui me plaît, c'est le lien, c'est la relation dans la vie. C'est ça qui me plaît le plus. C'est la nature, c'est l'écologie. J'ai une grande famille, un peu atypique. 3 garçons, moi, dont des jumeaux. Et puis mon compagnon a 5 enfants. Donc on fait une grande famille recomposée. Et puis après, on a aussi les compagnes et compagnons des enfants. Donc voilà, on est beaucoup. Une très grande famille. Une très grande famille dont j'aime bien prendre soin. Voilà, j'aime bien. Voilà, et puis j'ai passé un diplôme d'infirmière puéricultrice il y a 30 ans, parce que c'était depuis toute petite, c'était ce que je voulais faire, travailler avec les enfants. Et après, il y a eu tout le parcours de vie qui n'est pas forcément tout à fait ce qu'on imaginait. J'ai exercé comme infirmière puéricultrice dans différents milieux. Et puis, j'ai arrêté 17 ans pour faire l'instruction en famille à mes garçons. Voilà. Et après, j'ai repris j'ai monté mon auto-entreprise d'accompagnement parental et de méthodologie d'apprentissage.
Ça a duré une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, jusqu'à ce que Laetitia me propose de monter une micro-crèche. Voilà, donc moi je suis Laetitia, je suis une maman de 4 enfants. J'ai eu une très grande pause dans ma vie professionnelle où je me suis arrêtée pour élever mes enfants. Et alors c'est pas forcément très valorisé, mais moi ça m'a ouvert sur plein de choses et j'ai pu m'intéresser à beaucoup de choses, et notamment à l'éducation. Est-ce que de voir les enfants grandir, se développer, toute cette intelligence qui se met en place petit à petit, et ça m'a beaucoup intéressée. Donc quand j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, j'ai eu envie de passer le CAP petite enfance pour pouvoir travailler auprès des enfants. Et depuis 6 ans maintenant, je travaille à Lancieux comme animatrice en centre de loisirs. Et puis donc j'ai rencontré Christine au centre de loisirs et j'ai eu ma 4e enfant qui est arrivée, une petite surprise, donc qui est beaucoup plus jeune que les autres. Elle est née il y a 3 ans. Et là c'est difficile de trouver un mode de garde. Moi je m'étais arrêtée très longtemps et je reprenais une vie professionnelle, j'avais pas envie de m'arrêter de nouveau. Et donc, il fallait trouver une solution. Les crèches, il n'y a pas tellement de place. Et puis, c'était pas tout à fait ce que je cherchais. Trouver une assistante maternelle. Alors, j'ai eu de la chance. J'ai fini par trouver quelqu'un de super et ça se passe très bien depuis maintenant presque 3 ans qu'elle s'occupe de Romy. Mais c'était pas évident. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être quelque chose à faire. Et puis, j'aimais beaucoup la façon dont Christine voyait les choses en matière d'éducation, de rapport en fait à l'enfant, quoi, de la façon dont on les perçoit, dont on les traite, surtout dans la collectivité. Et donc je lui ai proposé. C'était un peu au départ une idée un peu comme ça, des choses qu'on dit. C'était une discussion que vous avez, une discussion ensuite que vous avez eue. En fait, j'organisais un café par an à ce moment-là, dans le cadre de mes activités. Et ce jour-là, tu es la seule à être venue. Mais on a l'habitude de travailler ensemble et tout, donc on se dit, bon, on reste pas au café par an, on s'en va boire un coup toutes les deux. Puis elle m'a dit, Christine, au fait, tu es infirmière puéricultrice, toi, qu'est-ce que tu en penses de monter une micro-crèche? Et moi, j'étais à un moment où dans mon auto-entreprise, je perdais du souffle et je ne retrouvais pas l'énergie pour redémarrer sur quelque chose d'autre. J'ai dit, oui, je crois, tout de suite, immédiatement. Voilà, et donc... c'est parti comme ça. Comment vous êtes... tu disais, Laetitia, que tu avais rencontré Christine au centre de loisirs. Comment cette rencontre a eu lieu? Est-ce que vous étiez collègues? Alors, en fait, on a eu pendant 3-4 ans, l'année où je suis arrivée en fait au centre de loisirs, un truc qui a été génial, en tout cas à Lancieux, la façon dont c'était mené, c'était vraiment génial. C'était les TAP, alors c'était temps d'activité périscolaire, je ne sais plus très bien à quoi ça correspondait, mais c'était vraiment super. On proposait aux enfants des activités, et à Lancieux, le choix de la mairie a été vraiment de mettre le paquet. Et les enfants ont eu accès à des super activités, mais vraiment hyper variées, aussi bien sportives que culturelles. Et Christine intervenait auprès des enfants, donc elle avait un groupe d'enfants, et elle leur proposait au départ, parce que tu as proposé aussi d'autres choses, mais au départ du mandala. Voilà, c'était mandala et estime de soi. En fait. Du coup, tu étais en fait intervenante extérieure? Oui. D'accord. Voilà, et donc on a travaillé comme ça parce que l'organisation des TAP faisait que les animateurs venaient en renfort avec les intervenants extérieurs. Ouais. On proposait nous rarement des choses parce que les enfants au bout d'un moment ils nous ont assez vus, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et donc j'ai eu l'occasion d'être dans le groupe avec Christine. D'abord j'avais beaucoup aimé le mandala et cette approche qui est pas du tout du coloriage en rond et qui est quelque chose de beaucoup plus construit. Beaucoup plus construit et c'était vraiment super. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Je me suis dit, vraiment,
elle a ce regard sur les choses, sur le monde et tout ça. Je trouve ça intéressant. Et puis mon fils qui était en difficulté scolaire, hein, je crois qu'il y a vraiment difficulté scolaire. Du coup, je savais aussi qu'elle avait son auto-entreprise de soutien scolaire. Et donc, elle a travaillé donc, avec Samuel, mon fils. Et puis voilà, donc on a été amenés à se voir assez régulièrement et puis à échanger. On discutait bien. Ouais. Et alors le petit truc que j'aime bien moi, mais dont tu le savais pas, tu vois, c'est que à force d'échanger comme ça, quand je venais voir Samuel, une fois je me suis dit ah là là, si mon auto-entreprise, enfin si je développe plus ce travail et que j'ai envie d'embaucher du monde. Je voudrais embaucher Laetitia, quoi. Je voudrais vraiment travailler avec Laetitia. Je te l'ai jamais dit, je te l'ai dit à Jean-Pierre. Et puis c'était resté comme ça dans un coin et ça a patienté. Et quand elle m'a proposé, tu veux travailler avec moi, j'ai trouvé ça chouette, quoi. En fait, c'était vraiment. J'avais eu cette intuition que j'allais travailler avec Laetitia. C'est assez drôle. En fait, c'est autant le projet vous a rassemblés, vous a réunis, mais vous aviez eu déjà cette forte connexion humaine toutes les deux, ce feeling oui. en priorité. Et tant mieux, parce qu'il y a combien de projets se montent en se disant, telle personne a les compétences. Et en fin de compte, le savoir-être ou le feeling, on s'aperçoit qu'il passe pas toujours. Vous, l'avantage, c'est que vous aviez eu déjà ce feeling toutes les deux, cette connexion, et que finalement, le projet ça aurait pu être un autre petit projet toujours dans ce domaine-là, qui aurait pu vous rapprocher, mais c'est quand même cette connexion de toutes les deux et ce feeling. C'est cool. Qu'est-ce qui... Laetitia, comment... Donc, vous avez eu cette discussion, en fait, toutes les deux. Comment vous passez de la simple idée à l'envie de concrétiser réellement ce projet? Est-ce qu'il y a une étape? Est-ce que vous êtes dit, on se donne un an? Comment ça s'est passé? Ça a été hyper rapide au départ. C'est-à-dire qu'entre la fois où on en a parlé comme ça un soir, de manière complètement informelle, un peu, au moment où on s'est dit, on va travailler sur un projet pédagogique. Christine connaissait une personne qui venait tout juste d'ouvrir une microcrèche. On a été visiter sa microcrèche. Et on s'est projeté, c'était évident, on se projetait tout à fait dans le projet. Et donc on a travaillé longtemps sur le projet pédagogique. Vraiment longtemps, et on n'a pas du tout abordé les questions financières, le local, tout ça. Enfin, c'était beaucoup plus loin, quoi. Ce qui était hyper important, c'était d'arriver à être vraiment raccord sur le projet, sur ce qu'on allait proposer aux enfants, sur la façon d'être avec eux. Et ça nous a demandé plusieurs mois, je pense, de travail. Hein. Ah oui, on a mâché ça dans tous les sens. Vraiment ce qu'on avait envie de mettre dans ce projet. Quoi, en fait, on l'a vraiment... Et c'est là qu'on a découvert aussi qu'on était bien raccord sur pas mal de choses éloignées du professionnel, quoi, en fait, sur l'écologie, voilà, ça permettait de rassembler plein de choses comme ça. Donc, en fait, avant de penser finance, vous avez pensé sens, valeur, alignement aussi avec les deux femmes que vous êtes aujourd'hui et vos parcours de vie et vos styles de vie. En général, pour avoir rencontré quand même pas mal d'entrepreneurs, en général, c'est ceux qui réussissent. Ah, chouette, on espère. Parce que, non mais c'est vrai, parce qu'en fait... c'est facile à dire aujourd'hui j'entends beaucoup et j'entends déjà certains sceptiques râler derrière le micro en disant c'est pas vrai. En fait, de l'argent, il y en a vraiment partout. On ne sait juste pas où le trouver en général. C'est juste bien différent, mais il y en a. Et je m'aperçois aujourd'hui que en côtoyant des entrepreneurs et des investisseurs, il y a quelque chose qu'en fait beaucoup d'investisseurs n'ont pas. Ce sont les idées. Ils ont l'argent, mais parfois ils se disent c'est cool, j'ai de l'argent, mais en fait moi les idées, je suis pas créative, des idées j'en ai pas, et j'aimerais bien trouver des idées qui ont du sens. Et en général, il faut juste se rencontrer les bonnes personnes, mais de l'argent il y en a, et je crois que c'est presque plus simple de trouver de l'argent parfois. Vous parlez on en parlera après, du crowdfunding, etc. Mais
la créativité et les idées qui ont du sens, aujourd'hui, c'est super précieux, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai même pas hésité quand j'ai vu que de l'idée de projet, tout était déjà complet. Je me suis dit, non, mais c'est hyper logique d'aller vous rencontrer. Donc, on parlera après ou en off de toute la partie financière si vous avez besoin d'un coup de main aussi. Parce que en fait, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'argent partout. D'ailleurs, je lance un appel, investisseurs ou futurs donateurs pour leur crowdfunding. J'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, appel à dons, pourquoi pas sur ce podcast. Je voulais rebondir sur autre chose. Tu disais tout à l'heure, Laetitia, que c'est le fait d'avoir été maman qui t'avait aussi ouvert les yeux sur beaucoup d'autres choses, sur un mode de vie beaucoup plus responsable. Est-ce que c'est aussi le fait d'être maman qui t'a poussé à te dire « Ok, maintenant j'entreprends », de passer à l'action? Est-ce que c'est plutôt beaucoup plus personnel et intérieur en tant que femme? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu t'apprêtes, même si tu l'as pas dit, mais du coup on le comprend, qu'est-ce qui aujourd'hui te pousse à quitter ton poste pour te lancer dans cette aventure? Alors, je pense que le fait d'être maman, moi, ça m'a apporté une confiance en moi que j'avais vraiment pas du tout. Et puis, j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce qu'on transmet à ces enfants, quoi? Parce que je me suis arrêtée longtemps. Et comme je ne me suis pas arrêtée pour ma dernière, il y a forcément toujours ce problème de la culpabilité. Est-ce que je suis quand même une bonne mère si je ne lui fais pas des gâteaux au yaourt, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, la question, c'est ce que je leur transmets vraiment. Alors, et bien sûr que le temps qu'on passe avec ces enfants, c'est formidable. Quand on peut le faire et quand on en a envie et qu'on s'épanouit dedans, c'est formidable. Mais être une maman qui travaille et qui s'épanouit dans son travail, c'est aussi un message et une valeur qu'on leur fait passer. Et surtout aux petites filles, parce que les garçons, c'est assez admis que c'est une valeur de travailler, d'entreprendre, enfin de... pour les femmes, c'est pas encore évident. Et donc ça, je trouvais ça intéressant et je pense que mes filles là-dedans me portent en fait. Alors elles se rendent pas compte, mais dans le projet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis agent de la fonction publique et que j'élève seule mes 4 enfants. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de démissionner de la fonction publique pour monter une entreprise? C'est pas très raisonnable. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup entendu dans mon entourage, oh là là, donc c'est dangereux ton truc là. Tu te rends pas compte, là t'as un poste, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr, mais ça n'évoluera jamais. C'est un poste... Moi, j'aime bien le challenge quand même. Ça, c'est ma personnalité. C'est vrai que le challenge a toujours été quelque chose qui me... Si on me défie, j'aime bien relever le truc. C'est un peu de famille quand même, hein, non? Ah, peut-être. Peut-être, oui, non, c'est possible. Et puis, voilà. Non, j'avais envie de me lancer, mais je pense que mes filles ont un rôle déterminant dans ce choix, ouais. Et toi, du coup, Christine, tu parlais de ton activité tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu bascules à 100% dans cette... j'ai pas envie de dire projet, parce que dans cette micro-crèche, voilà, on va l'appeler. Dans cette entreprise, parce que je pense que ça y est, entreprise c'est une et entreprise. Ouais, ça y est. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te dire, ok, maintenant, j'y vais, non pas à moitié, je me lance à 300% avec Laetitia. Est-ce que tu continues ton activité à côté? Est-ce que tu l'arrêtes? Comment ça va se passer, du coup, pour toi aussi? Moi, je pense que d'un point de vue professionnel, je me suis toujours sentie en décalage. Et il y a 30 ans, être infirmière puéricultrice, c'était aussi encore beaucoup appliquer des normes d'hygiène, on fait comme ci, il faut faire comme ça. Et moi, je m'y retrouvais pas vraiment beaucoup.
Du coup, j'ai eu une très grande pause, c'est pareil, où l'instruction en famille, c'était quand même un chemin de traverse très important. Donc, j'ai aussi goûté à cette liberté de décider pour soi ce qu'on a envie de faire, de décider ce qui est nos valeurs, tout ça. Donc, quand s'est agi de reprendre une activité professionnelle, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Je pensais vraiment que j'avais tourné la page de l'infirmière puéricultrice. Je croyais que vraiment ça, c'était plus mon truc. Et puis, j'ai un peu tâtonné. J'ai travaillé en pépinière. J'ai travaillé en thalassothérapie. J'ai fait des choses... en pépinière, c'était très, très, très chouette. Mais bon, c'était pas ça quand même. Et puis, on m'a demandé... Ah, mais toi, Christine, est-ce que tu veux pas aider mon fils d'un point de vue scolaire parce que ça va pas. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mon auto-entreprise de coaching scolaire. C'était quand même une auto-entreprise, 0 risque, 0 investissement. Juste le risque de pas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais c'est tout. Je prenais pas de pas avoir une bonne couverture sociale. Voilà, c'est ça. Mais je prenais 0 risque. Et là, arrivée à la cinquantaine, je me suis dit quand même, arrête de voir petit, il faut voir un peu plus grand. Et donc, Laetitia est arrivée là avec son projet. Je me suis dit, mais ça, c'est plus grand. Ça, c'est bien. Et puis, je me sens plus armée aussi maintenant pour... je pense que quand j'étais jeune infirmière puéricultrice, j'avais déjà toutes ces idées... du point de vue de l'éducation de l'enfant, du respect de l'enfant. Mais j'étais encore bien à contre-courant et je ne savais pas comment faire passer mes idées, quoi. C'était soit un peu violent, soit beaucoup de frustration, mais j'étais pas, moi, dans ma vie de femme, assez accomplie, assez sûre de moi, si on peut dire qu'on peut être sûr de soi, pour faire passer mes idées, quoi. Et puis, j'ai mûri, j'ai vieilli, j'ai gagné en assurance là-dessus et du coup, je me sens, aujourd'hui prête. Et puis, je pense que le milieu de la petite enfance bascule aussi quand même un petit peu vers ça et je sens qu'il y a plus moyen, le terreau est plus fertile pour aller vers autre chose. Et puis, en allant à l'école de Lancieux, qui est somme toute une école très classique et où ça se passe bien, je me suis aussi rendu compte que la collectivité n'arrivait pas à proposer quelque chose de bien aux enfants, quoi, en fait. Quelque chose qui leur convienne, on n'y arrive pas encore, quoi. Donc là, je repars sur la toute petite enfance, mais c'est la base, c'est vraiment... et c'est là qu'on peut aussi semer des graines auprès des parents, auprès des enfants, de comment ça peut se passer, les relations parents-enfants, adultes-enfants, entre adultes aussi, quelle couleur ça peut prendre, Je suis en train d'essayer d'éviter un mot qui est un mot tellement fourre-tout en ce moment. C'est le mot bienveillance, en fait. Il a bien utilisé, utilisé avec cœur et avec foi et réellement... Il a tout son sens, mais c'est un tel fourre-tout en ce moment que on essaye de passer à côté. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est s'intéresser à l'autre, être à l'écoute de l'autre. Voilà. Pas agir pour son bien avec ce qu'on croit être bien, mais regarder ce qui pourrait être bien pour lui, quoi, en fait, voilà. Ce qui est beau, c'est que en fait, dans vos 2 parcours, et du coup, ça me fait penser à beaucoup d'autres invités qui sont passés aussi et qui ont témoigné, c'est ce temps de pause qu'en général on prend à une certaine étape de sa vie, à un certain moment. Et toutes celles et ceux qui ont pris une pause, qu'elle soit un peu courte, qu'elle soit très longue, en général, juste après cette pause, y a eu des super belles choses. Donc, encore une fois, je ne vous mets pas dans la case de mes analyses sur les profils des invités, mais quand on apprend vraiment quand on apprend ou quand la vie fait qu'en fait, on se connaît de mieux en mieux, en fait, les projets après qui en découlent, ils ont vachement de sens parce que vous êtes
hyper alignés sur votre vie à vous, sur votre vie de femme, sur votre vie de maman, sur votre vie en couple, et ensuite sur votre vie d'entrepreneur. Et en général, il y en a qui croient se connaître vachement bien en tant qu'entrepreneur. Puis quand on commence à creuser en disant « mais pourquoi t'as monté ça ?» Et ben quand ça touche un peu le perso, quand ça mélange la généalogie ou les parcours machin, il n'y a plus personne. Donc moi j'ai vraiment remarqué que tous les porteurs de projets, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise qui ont monté des projets qui sont beaux, qui ont du sens et qui sont, faut pas l'oublier non plus, qui rapportent quand même, et ben en général ce sont des gens qui ont aussi appris à se connaître dans la vie. Donc du coup c'est super chouette d'entendre que vous avez pris cette pause. Moi, j'avais un petit peu l'impression qu'après l'instruction en famille, c'était le plus beau truc que j'avais fait de ma vie, quoi, en fait. Que c'était l'aventure la plus poussée, la plus intéressante, et que c'était vraiment une réalisation super belle. Et là, je me disais, mais mince, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi, en fait ? Parce que cette période-là, elle est passée, et... qu'est-ce que je fais d'aussi sympa, quoi, en fait. Moi, c'est bien aussi, là. Comment vous avez trouvé, parce qu'on ne l'a pas encore dit, le nom de votre crèche, comment elle va s'appeler et d'où ça vient? Donc, elle va s'appeler Fabulo Crèche. Et d'où ça vient? Pas de super loin. Pour échanger des idées ensemble, on a créé un groupe Facebook. Et c'est moi qui l'ai créé. Et au moment d'écrire le nom, je sais pas, je voulais écrire notre micro-crèche ou je sais pas quoi. Je me suis dit, c'est quand même moche. Notre crèche, elle va être fabuleuse, Fabulo Crèche. Et hop, j'ai écrit ça. Et puis, on l'a adopté, quoi. Vraiment, voilà. C'était la question, on s'est jamais redit, d'ailleurs, est-ce qu'on rechange de nom? Enfin, non, c'était devenu très vite... c'était son nom, c'était Fabulo Crèche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette crèche? Est-ce qu'il y a un axe? Est-ce que c'est une école, une nouvelle crèche lambda? Bien sûr que non, mais c'est un peu pour vous tendre des perches. En quoi elle est unique, la Fabulo Crèche? Quelle est l'ambiance que vous avez envie d'inculquer? Est-ce que vous pouvez nous parler de cet univers? Alors, Christine disait tout à l'heure qu'elle voulait éviter le mot bienveillant. Mais en fait, c'est le départ du projet, ce mot. On s'est dit, nous, on veut une crèche bienveillante. On veut travailler dans un environnement bienveillant et on voudrait en plus être bienveillant avec notre environnement. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Une crèche bienveillante, ça veut dire, et c'est ça tout le travail du projet pédagogique. Quand l'enfant arrive le matin, c'est quoi être bienveillant? Concrètement avec l'enfant. Comment on se positionne avec lui? Quels mots? Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et par rapport au personnel, c'est vrai qu'alors on sait que dans la petite enfance, c'est souvent il y a beaucoup de turnover. Les gens restent pas forcément. En fait, c'est des métiers qui sont assez difficiles et qui sont peu valorisants. Et donc là, on s'est dit comment on peut être bienveillant. Alors bien sûr, essayer de proposer un environnement de travail sympa, tout ça. Et puis est venue l'idée de monter l'entreprise en scope. Ouais. Pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui vont rejoindre l'aventure Fabulo Crèche, qui, on l'espère, va pas s'arrêter juste à cette crèche. On aimerait bien pouvoir faire grandir Fabulo. Et toutes ces personnes qui vont rejoindre l'aventure vont avoir la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité de rejoindre et de devenir associés aussi avec nous et de continuer à faire vivre l'entreprise. Ok. Est-ce que juste avant de poursuivre sur l'ambiance et l'univers de Fabulo Crèche, est-ce que l'une d'entre vous pourrait quand même revenir sur le fonctionnement d'une SCOP, juste pour que ce soit clair pour tout le monde? Alors, une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Ça peut avoir d'autres noms, ça peut être société coopérative ouvrière, enfin bon voilà, mais nous on a choisi société coopérative et participative. C'est-à-dire que c'est une entreprise dont l'humain est au centre en fait. Donc c'est pas la finance, c'est pas l'entreprise, c'est l'humain qui est au centre. Les salariés ont vocation à devenir associés. D'accord. Voilà, ils sont
Ils peuvent être tous associés, en fait. Est-ce que c'est limité? Est-ce que, en termes de pourcentage de la... Eh bien non, tous les salariés Ok. de l'entreprise peuvent être associés Ok. de l'entreprise. C'est un associé, une voix. Une personne, Ouais, une voix, d'accord. en fait. C'est pas en fonction de ce qu'on a amené comme argent qu'on va être leader Bien ou sûr. pas. Voilà, c'est une personne, une voix. Donc ça veut dire que tout le monde participe à administrer cette entreprise. Les salariés, comment on dit, achètent des parts, des parts sociales dans l'entreprise, en fait, pour devenir associés. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont décisionnaires au même titre que les fondateurs. Donc, il y a un gérant, qui est le représentant légal de l'entreprise, qui est élu tous les, je sais plus, on a dit 4 ans, voilà, qui est élu tous les 4 ans par l'ensemble des associés. Et puis voilà, c'est du travail collaboratif, collectif, participatif. Voilà, donc Fabulo Crèche va évoluer en fonction des personnes qui vont être salariées chez Fabulo Crèche, en fait. Est-ce que au sein de Fabulo Crèche, est-ce qu'il y a un type de pédagogie particulière? Est-ce que, en fait, c'est quoi la journée type que vous imaginez? Ou la semaine type chez Fabulo Crèche? Et encore une fois, est-ce qu'il y a un type de... Justement, je ne veux pas dire moi-même le terme auquel je pense, parce que ce sera une autre question, mais voilà, en termes de pédagogie... Qu'est-ce que c'est? C'est la pédagogie de Laetitia et Christine. Est-ce qu'il y a une inspiration qui est inspirée de plein de... Forcément, de plein de pédagogues. Ouais. Forcément, mais c'est pas typiquement Montessori. Ouais. C'est pas typiquement Pickler. C'est pas typiquement Reggio ou je ne sais plus... Autre chose, c'est tout ce qui peut nous inspirer dans ces différentes sources et qui nous constitue, qui nous parle plus, nous, et donc c'est notre mix. Nous, on travaille surtout sur la posture, en fait, sur la posture de l'adulte qui est avec l'enfant. Voilà, quelle est la posture qui va être favorisante pour que l'enfant se développe harmonieusement. Donc, qu'est-ce qu'on va éviter? Les gestes répétitifs, par exemple, en collectivité. Ouvrir tous les pots de yaourt pour tout le monde parce que c'est plus facile pour la personne qui prépare ou qui nettoie. Mais en fait, on prive l'enfant de sa découverte, de se bagarrer avec son pot de yaourt là, pour réussir à l'ouvrir et recommencer plein de fois et tenter, expérimenter. Donc en fait, peut-être que ce qu'on peut... La ligne directrice, ça va être préserver la curiosité de l'enfant et ses capacités d'auto-apprentissage. Voilà. Fournir un environnement favorable pour que l'enfant, lui, puisse être maître de ses apprentissages. Donc, en fait, est-ce que vous auriez été recherché et est-ce que vous êtes inspiré d'un ensemble de méthodes, par exemple que ce soit Montessori, les méthodes scandinaves, etc. Est-ce que dans toutes ces méthodes-là, en fait, vous avez tiré, par exemple, vous avez été recherché ce qui vous intéressait vraiment en termes de posture? Est-ce qu'on peut dire comme ça que vous êtes inspiré de plusieurs méthodes pour répondre en fait à votre idée à vous autour de la posture? Pour ma part, tu diras ce que tu en penses. Pour ma part, je crois que je suis nourrie je pense qu'à 18 ans, je lisais Catherine Dolto et j'ai progressé. J'ai tout le temps lu autour de la petite enfance, de l'enfance.
Donc je suis nourrie de tout ça, Ouais, tu t'es et je vraiment vais nourrie pas être très capable de dire. Enfin, moi ça fait 30 ans que je malaxe tout ça, quoi, en fait. Donc je suis plus tellement capable de dire ce qui me vient de telle chose, de telle personne ou de tel courant. Oui, c'est un petit peu difficile, hein. Voilà, et je continue à lire Catherine Guégan, à écouter Thomas d'Assembourg, à aller voir des conférences d'Isabelle Filiosa. Voilà, donc tout ça, ça fait un mixte. Et, tu t'es vraiment nourrie depuis de nombreuses années. C'est vraiment un nourrissage. Donc après, c'est difficile. Montessori, j'aime son aide-moi à faire seul. Voilà, ce slogan-là. Ça, j'aime beaucoup ça. Après, j'aime beaucoup moins ce que je ressens comme une rigidité. Ça va faire hurler tous les Montessoriens, là, ce que je dis. Alors, excusez-moi, c'est pas une rigidité, mais pour moi, c'est trop rigide. Pour moi, j'explose là-dedans. Enfin, mais après, il y a un respect de l'enfant, il y a une observation de l'enfant, il y a un accompagnement pour aller à son rythme qui est tellement chouette chez Montessori que forcément, c'est inspirant. Forcément. Et puis, c'est quand même ça la première chose où c'est tout bête, mais mettre des porte-manteaux à hauteur d'enfant pour qu'ils puissent accrocher tout seul leur manteau, ça vient de là quand même. Donc, c'est d'une grande richesse. Mais il n'y a pas que ça. Tu disais tout à l'heure que tu parlais du terme bienveillance en disant que c'était un fourre-tout, que c'était hyper galvaudé. Moi, ma question, elle est très simple. En fait, aujourd'hui, Montessori, on en entend à toutes les sauces, qu'on soit parent ou pas encore parent. En fait, aujourd'hui, Montessori, la pédagogie, en fait, c'est quoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a sa propre idée. Et en fait, quand on s'aperçoit qu'on interroge, en fait, personne ne sait vraiment, en dehors des professionnels qui travaillent dans ce secteur, c'est pas très clair, je trouve, pour beaucoup de parents et d'adultes. Donc, pour vous deux, Montessori, finalement, parce que vous avez quand même cette inspiration, Montessori, aujourd'hui, c'est quoi ? Et est-ce que vous pouvez brièvement, en fait, nous parler juste de ce courant, même si c'est pas la tendance Tu es prête à avoir plein je sais pas, de messages sur toi. On appelle ça des haters, mais ça fait partie du jeu. Parce que on n'est pas spécialiste, donc du coup c'est difficile de donner l'essence. Mais Maria Montessori, c'était un médecin italien qui a cherché à apporter à l'enfant le meilleur. En fait, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est aide-moi à faire seul. Donc, oui. C'est de se dire que l'enfant, il est capable, il a beaucoup de potentiel et que son travail, Montessori, c'est du travail. Son travail, c'est de grandir et c'est d'apprendre. Et on va mettre dans la pédagogie Montessori, on met en place tout un déroulé d'apprentissage qui parle de stade de développement de l'enfant. Donc, à quel stade l'enfant est. Donc, est-ce que là, on va être au stade de motricité fine, par exemple, et on va proposer à l'enfant des jeux, des expériences avec une pince à cornichon, qu'est-ce qu'on dirait ? Oui, à cornichon, d'aller saisir des pompons ou des pois chiches. Voilà. Et l'idée chez Montessori, c'est que il y a besoin de répétition dans ce qu'on fait. Et l'enfant va le faire tout seul. D'ailleurs, on le voit chez les enfants à certains stades. Pour les tout petits, il y a un moment où ils passent leur temps à vider des choses. Ben voilà, parce que c'est ce moment-là. Et c'est pas à nous, adultes, de dire « Bon, c'est bon, ça y est, t'as assez vidé, là maintenant, tu vas apprendre à remplir. » Tu passes à autre chose. C'est bon. Eh ben non, c'est l'enfant, tant qu'il n'aura pas acquis le bon geste, tant qu'il sentira pas que c'est OK, que c'est bon, qu'il y est, eh ben, il va continuer ce geste. Et donc, dans cette pédagogie, tout est à disposition de l'enfant pour faire ses expériences. Et il est libre d'aller
répéter le même jeu inlassablement tant que lui pense que c'est possible. Et l'adulte, dans sa présence, il va être extrêmement discret. Il va commencer par montrer comment ça se déroule, cette expérience, ce qu'il y a sur le plateau. Il va montrer comment ça se déroule, mais juste montrer sans parler. Sur un autre stade, il va peut-être accompagner de paroles, et après, il va laisser l'enfant faire dans un déroulé vraiment où l'enfant va copier les gestes de l'adulte, et après s'entraîner jusqu'à ce qu'il y arrive ou qu'il pense qu'il peut passer à autre chose, quoi. Une crèche complètement Montessori, c'est une crèche où le matériel, c'est des petits plateaux, où le matériel est à disposition des enfants, où on va vraiment permettre à l'enfant de faire tout ce qui le concerne intimement. Je pense que moi, c'est ce qui me reste aussi beaucoup, enfin, ce que j'ai adopté, c'est que pour tout ce qui est intime, connaissance du corps, savoir si je dois me moucher ou si je dois me laver les mains ou si je peux me laver les mains. Voilà, et on va pouvoir apporter cette autonomie-là. Et dans une crèche, chez Montessori, ça va être les gestes quotidiens qui vont être valorisés, en fait, ou expérimentés. Mettre de l'eau aux plantes, nettoyer une table... renettoyer une table, se servir un verre d'eau tout seul avec une petite cruche en verre, même si j'ai que 2 ans, dans un verre en verre que potentiellement je pourrais casser, mais je vais m'entraîner à ça. Est-ce que les parents qui, on va parler un petit peu plus, nombre de salariés, nombre d'enfants juste après, est-ce que les parents qui sont venus inscrire leurs enfants étaient très à cheval sur le fait que ce soit quand même si c'était de loin, quand même d'inspiration Montessori, ou est-ce que c'était, ça a dépassé... Ok. Non, et puis on va pas dire que c'est d'inspiration Montessori, hein, parce qu'il y a aussi la motricité libre d'Amy Pickler. Il y a aussi plein de choses où on sait même plus d'où ça vient. Ça vient sûrement de quelque part, mais de vos expérimentations, voilà, lecture, c'est ça. Et donc c'est pas Montessori. Okay. Voilà, on va retrouver des choses qu'on aura piquées chez Montessori, on va dire, mais c'est pas ça. Et à aucun moment on ne le dit, ni dans le site internet, ni dans les présentations qu'on peut faire. Voilà, donc, et aucun parent ne nous en a parlé. Non, je pense que ce qui a attiré les parents, et parce que ça transparaissait de notre projet, c'est qu'en fait, ce qu'on a eu envie de proposer, c'est une petite collectivité. Parce qu'on trouvait, en travaillant en collectivité, que la collectivité apportait des bonnes choses, mais que la collectivité doit permettre que chaque enfant, malgré tout, reste un individu à part entière qui a ses besoins, ses habitudes, et qui va être accueilli pour ce qu'il est lui, et pas pour le groupe d'enfants. Nous, ce qu'on va accueillir, c'est pas un groupe de 10 enfants. C'est l'unicité, en fait. C'est chacun de ces 10 enfants individuellement. Et c'est pour ça que dans toutes les pédagogies, et quand Christine parlait de rigidité, c'est un petit peu ça. Alors, si on pense à la motricité libre, par exemple, où l'enfant ne doit pas être entravé dans ses mouvements et tout ça, c'est super, et c'est vrai quand on connaît un petit peu le développement moteur de l'enfant, c'est très intéressant. Sauf qu'il y a des enfants, pour se sentir bien, ils ont besoin d'être un peu calés. Alors c'est peut-être... Bon, mais cet enfant-là, pour répondre à son besoin, ça va être de ne pas justement rester dans une espèce de proposition complètement dogmatique. Voilà. Et donc d'arriver à s'adapter à chaque enfant en essayant, nous, d'approfondir le plus possible nos connaissances sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui, du développement intellectuel des enfants, du développement moteur, et ne pas se figer dans une ligne de conduite à tout prix, sous prétexte que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est le mieux. Ce qui est le mieux pour chaque enfant, c'est de le regarder et de s'adapter. Et ça, je pense que beaucoup de parents en sont conscients. Et puis ont été sensibles à notre proposition à cause de ça, parce que eux, ils viennent pas confier un enfant dans un groupe, ils viennent confier leur enfant qu'ils connaissent et qui est tout à fait différent de l'enfant d'à côté, qui a pourtant le même âge, et
ils n'ont rien à voir. Ils n'ont déjà des tout petits. On les a rencontrés, là, les enfants, en rendez-vous avec les parents, puisque ça y est, on a commencé à faire nos rendez-vous avec les familles. On leur présente une petite visite virtuelle, du coup, comme la crèche est encore en travaux. On en a vu des bébés du même âge. C'est pas les mêmes, on sait déjà, on les en a repérés. Là. Voilà, il y a des curieux, il y en a qui rigolent tout le temps, il y en a qui sont très réfléchis comme ça, et on sent qu'il se passe plein de trucs. Déjà cérébral. Ah ouais. Donc ils sont déjà très différents, alors qu'ils sont au même stade de développement finalement, et c'est pas du tout les mêmes enfants. Donc on ne peut pas donner la même réponse à ces deux enfants-là. Bien sûr. Donc nous, voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler beaucoup. Et je crois que ce qui a attiré aussi beaucoup les parents, enfin ce qui attire là, c'est notre regard aussi sur la nature. Donc on va proposer un vrai jardin. Il est petit parce que la tension immobilière fait que voilà, c'est un petit jardin, mais il est plus grand que la structure et ça va être un vrai jardin avec de l'herbe, des arbres, de la boue pour faire de la patouille, un potager, un compost, enfin on va vraiment essayer d'en faire un vrai jardin. D'axer aussi sur la nature. Et puis on va acheter des combinaisons de pluie, des bottes de pluie, et l'idée c'est de sortir beaucoup aussi dans ce jardin, quoi. Voilà, cet espace extérieur, c'est un espace qu'on va investir tous les jours. Alors on va se prévoir aussi nous des combinaisons de pluie aussi. Faut aussi qu'on ait envie de sortir. Parce que dans notre réflexion, on s'est dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'en collectivité, parfois, on fait des choses qui sont plus adaptées aux enfants ? C'est parce que le travail pour les professionnels est d'abord répétitif, et puis c'est pas forcément facile, et du coup, on va faire des choses pour simplifier le travail au quotidien. Sauf que simplifier le travail au quotidien, bien souvent, c'est aller à l'encontre des besoins de l'enfant. Et donc là, typiquement, c'est ça, quoi. En fait, les enfants, ils ont besoin de sortir tous les jours. Et même s'il pleut un petit peu, alors bien sûr, pas si c'est un ouragan, mais enfin, s'il pleut un peu, l'enfant, il a besoin de sortir quand même. L'adulte, s'il n'a pas la bonne tenue, et il n'a pas très envie d'aller dehors, donc il se dit, c'est pas grave, on va faire de la pâte à modeler. C'est bien aussi de proposer autre chose, et on va pas peut-être rester de toute façon tout l'après-midi dehors sous la pluie. Mais si l'adulte est bien équipé, si on arrive à penser comme ça, en fait, et à se dire, mais pourquoi on fait ce choix-là ? Est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour les enfants ? Ça permet de déterminer vraiment ce qui est important. Donc, on va être bien équipé, on va sortir. Oui, et puis cette idée de sortir, c'est d'abord parce que scientifiquement, on remarque que les enfants souffrent d'un manque de nature. Actuellement, c'est quelque chose qu'on met en évidence et qui montre aussi dans les troubles du comportement des enfants que effectivement, le manque de contact avec la nature, le manque d'exposition aux éléments naturels, le manque de mobilité est très délétère et peut être source d'échecs scolaires, en fait. On commence à s'en rendre compte. Enfin, on s'en rend vraiment compte aujourd'hui. Donc ça aussi, dès le début, on se dit qu'est-ce qu'on propose, et nous, on a aussi axé sur la grande mobilité des enfants. Les enfants, les tout petits, ils ont excessivement besoin de mobilité. Et en général, on leur propose des espaces qui sont très restreints, très petits. Et donc, un groupe d'enfants qui s'agite, qui chahute, qui court, qui saute à l'intérieur, c'est hyper fatigant pour des adultes. C'est pas facile à supporter. Pour les enfants aussi, c'est fatigant. Mais pour les enfants aussi. Donc, ce besoin de cette très grande mobilité, courir, sauter, bouger, tirer, pousser, je ne sais pas quoi, encore d'autres, c'est vital pour les enfants. Et c'est Isabelle Filiosa qui dit toujours qu'un petit doit faire, un enfant de 2 ans ou 3 ans qui marche déjà bien, doit faire 4 km dans sa journée tellement il bouge et tout ça. Donc il faut leur offrir cette possibilité, il faut que l'environnement s'adapte aux enfants. Donc c'est cette idée que dans la structure, quand on a fait les plans, on a aussi imaginé la structure pour qu'il y ait des zones où les enfants puissent être mobiles, où ils puissent avoir accès toujours à des mousses qui vont pouvoir, des rouleaux en mousse qui vont pouvoir construire, passer par-dessus, rouler avec, sans que ça soit gênant.
sans qu'il faille attendre d'aller dans la salle de motricité pour pouvoir faire ça. Parce que le temps d'accès à la salle de motricité, c'est pas forcément le bon timing pour un enfant. Ouais. C'est pas... voilà, donc là, il faut que ça soit possible pour eux. Et l'espace extérieur, c'est formidable. Donc avec une combine... même à 1 an, on peut s'asseoir dans l'herbe. Super. Une bonne combine bien doublée. Et donc, on a décidé de les acheter nous-mêmes. Comme ça, on est sûr que tout le monde est équipé pareillement, correctement. Voilà, qu'il n'y en a pas un qui a oublié ses bottes ce jour-là. Et que ce ne soit pas une charge en plus de nettoyage pour les parents. Oui. Mais il n'y aura pas tout le temps des combis parce qu'il fera beau aussi. Fabulo Crèche, aujourd'hui, c'est combien de salariés, c'est combien d'enfants, il y a combien de salles? On a compris qu'il y avait un jardin, mais il y a combien de salles? Est-ce que c'est une grande salle que vous avez un petit peu agencée différemment? Et surtout, combien d'enfants et combien vous êtes à travailler là-bas maintenant? Madame la gérante. Alors, Fabulo Crèche, donc, on sera, donc, Christine et moi-même, salariés également, donc de la SCOP. Nous allons avoir... dans l'équipe qu'on a déjà recrutée, Marie qui va être notre cuisinière et qui interviendra aussi auprès des enfants. Et ça, c'est super, c'est qu'on va faire de la vraie cuisine. Enfin, elle, parce que nous, on va pas faire ça, mais elle nous fera de la vraie cuisine sur place, avec des produits bio, des produits du coin, de saison, évidemment. Voilà, on a tout organisé, un système de la cuisine avec des verrières et une structure de motricité pour les enfants, mais sur laquelle il y aura une plateforme. Et pour les qu'on enfants puisse voir, pourront venir voir la préparation des repas. Et parce que ça aussi, c'est la nature, en fait. Les aliments, voilà, ils n'arrivent pas en purée dans un petit bol, voilà. Donc voilà, Marie. Et puis pour l'ouverture, il nous faudra donc une 4e personne qu'on n'a pas encore trouvée, qui sera une personne avec un diplôme dans la petite enfance, CAP ou auxiliaire de puériculture. Voilà, donc on sera 4 à intervenir auprès des enfants avec voilà, toutes des postes un petit peu différents et pour l'instant, quoi, parce que peut-être qu'après on grandira, mais pour l'instant on sera 4. Et donc il y aura 10 enfants. 10 enfants, ouais. Donc ça, c'est la législation. Une microcrèche, c'est un accueil de 10 enfants. Plus 1, c'est possible. Donc on pourra avoir 11 enfants dans la structure ensemble. Le jeu des horaires différents d'accueil des différentes familles fait que on va proposer un accueil à une 15aine d'enfants, en fait. D'accord. Voilà. Comment ça se passe aujourd'hui en France quand on veut ouvrir une micro-crèche ou une école qui ne soit pas directement liée à... Je sais pas, est-ce que vous êtes quand même lié à un rectorat? Vous êtes quand même lié à l'éducation nationale? Non, la crèche, c'est pas l'éducation nationale. Voilà, la crèche, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, ouais, c'est les services de PMI, protection maternelle et infantile. Ça se passe bien, mais ça se passe avec plein d'autorisations. Voilà, beaucoup de contraintes de sécurité, ouais, voilà, qui sont essentielles bien sûr, mais c'est vrai que c'est des contraintes parce que quand on trouve un local, il faut qu'il soit bien adapté, il faut qu'il y ait, par exemple, en micro-crèche, au moins 10 mètres carrés par enfant. D'accord. Donc, bon, nous, ici, dans la région, c'est possible, mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait ouvrir une micro-crèche en plein Paris, ça devient compliqué. Même tout de suite compliqué. Et voilà, donc on a réussi. Et par rapport aux locaux aussi, nous, on a fait des choix pour notre crèche, mais c'est des choix qui devaient inclure les obligations de la PMI. D'accord. Et donc, parmi ces choix, voilà, il fallait donc 2 dortoirs séparés. Chaque dortoir doit faire une certaine taille. Voilà, donc on a réussi à agencer tout. Avoir bientôt une très belle crèche avec un quand même grand espace de vie, mais c'est vrai que ça a demandé de bien quand même penser chaque détail. Et en termes de pédagogie, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que toutes les micro-crèches sont libres ou Ok. Ouais. Donc c'est pas comme une école en fait primaire quand vous voulez monter, enfin pas une école primaire, mais quand vous voulez monter une école avec des plus grands.
où c'est peut-être un peu plus réglementé. Je sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui, mais quand je vois le système de l'éducation nationale et toutes les autres écoles qui se créent, et qui ont des pédagogies complètement différentes, c'est souvent considéré comme contre l'école publique, alors qu'en fait, pas du tout, c'est différent. Donc, c'était une question que je me posais. Est-ce que vous avez eu, c'est pas des bâtons dans les roues, mais est-ce que vous êtes hyper libre dans votre pédagogie, dans le choix de votre pédagogie, dans le choix de vos objectifs ? Nous, on a eu l'impression d'être libre. On a reçu un très bon accueil de la protection maternelle et infantile sur le projet pédagogique, puisqu'on écrit ce projet pédagogique et on leur envoie et ils le lisent. Et c'est eux qui le valident. Ok, oui. D'accord. Oui. Donc on a reçu vraiment un bon accueil et ils n'ont pas discuté grand-chose. Après, du coup, on ne sait pas, puisque le nôtre, il a été... Il est passé. Il est bien passé, donc on n'a pas suffisamment d'habitude pour savoir à quoi ressemblent les autres projets pédagogiques. Voilà. Mais non, je pense que là, on a reçu un bon accueil. Hein. Ça s'est bien passé, oui. C'est quoi votre vision de l'école ? Alors, je pense, la question que je vous pose, elle est aussi liée à la période qu'on vient de vivre aussi. C'est quoi pour vous l'école de demain et l'école dans plusieurs années? On vient de prendre... il y a de plus en plus d'écoles dans la forêt qui sont beaucoup inspirées des écoles scandinaves, certaines écoles scandinaves. Il y a également après le Covid et pendant le Covid, il y a eu quand même l'école à la maison qui a pris un essor et une tournure, et le télétravail, bien sûr. L'école de demain, pour vous, c'est quoi ? Ou la crèche de demain, pour vous, c'est quoi ? La crèche de demain, c'est Fabulo Crèche. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, en fait, en France, la petite enfance, avant 3 ans, c'est vraiment une niche, un moment particulier. Et après, il y a l'éducation nationale. Mais il n'y a pas tellement... Enfin, il n'y a pas trop de relation entre les deux, quoi, en fait. Okay. Voilà, donc moi, en ayant fait l'instruction en famille, j'avoue que j'ai aussi des idées sur l'école. Mais voilà, les deux choses marchent pas tout à fait ensemble. Oui, nous, on a cherché à faire une crèche comme elle pourrait être demain, avec une large part pour les parents, parce qu'on est partenaire dans cette affaire-là. Il faut bien s'occuper des parents si on veut bien s'occuper des enfants. Voilà. Pour la crèche, c'est à peu près ça. Pour l'école, ce serait un idéal. Je pense pour ma part, je pense qu'il est important qu'il y ait plus d'adultes auprès des enfants. Il n'y a pas assez d'adultes auprès des enfants. Je pense qu'il faut mélanger les classes d'âge. Il y a besoin de quelque chose de plus hétérogène. C'est pas la vie, en fait, d'être dans une classe avec que des copains du même âge. Parce que toi, Laura, est-ce que tu as que des copains du même âge, toi ? Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, mes plus belles discussions dans mon enfance, ça a été mes discussions avec mes grands-mères ou les copines de ma maman, parce que du coup, ma maman m'a eu très tard. Et autant avec mes copines. Et en fait, il y a une richesse dans les discussions, dans les échanges, à partir du moment où les échanges se font justement avec différents âges. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu parles de mixer les âges. Ça te fait grandir, il y a une ouverture d'esprit qui se met en place de façon hyper naturelle. Et puis ça booste. T'as des... Oui, et puis il y a des personnalités qui se révèlent. Pour certains, avec des plus jeunes. Enfin, il y a vraiment une entraide, il y a une exemplarité, il y a une façon de faire attention à l'autre, il y a plein de choses comme ça. Et puis, ce serait aussi sur une pédagogie du projet. Faut remettre du sens dans ce qu'on apprend. Faut
faut aller vers de la motivation. Comment est-ce qu'on motive des jeunes, des enfants comment est-ce qu'on peut expérimenter toutes les habiletés qu'on nous demande, intellectuelles, apprendre à lire, écrire, compter. Comment est-ce qu'on éprouve toutes ces habiletés dans des projets qui nous font plaisir et qui nous boostent et qui nous donnent envie. Voilà. Donc, l'éducation nationale a beaucoup de travail. Mais ça évolue, hein. Je pense dans quelque chose de positif, parce que donc moi je travaille en centre de loisirs, mais c'est lié avec une école. J'interviens sur les temps périscolaires, donc je suis dans l'école. Et je vois bien que les choses évoluent, ne serait-ce que dans la façon dont les classes sont aménagées d'une année sur l'autre. Il y a quand même de moins en moins de tables, de choses. Parce que on sait aujourd'hui, un enfant ne peut pas rester assis. C'est pas possible. Et ça l'empêche d'apprendre. Parce que le besoin ce que ça va solliciter chez lui pour rester assis sans trop bouger, eh ben, ça lui mobilise trop d'énergie pour apprendre quoi que ce soit. Donc ça, on le sait aujourd'hui. Et c'est aussi des choses qu'on ne savait pas. Et puis, bon, le regard sur l'enfant a changé quand même par rapport à il y a 50 ans, évidemment. Mais c'est vrai que l'éducation nationale et l'école, comme on la propose, elle n'avait pas tant changé, finalement. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Après, les locaux sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront pas tous. Et le problème, c'est qu'il y a une question matérielle pour que ça puisse évoluer vraiment. Les classes sont trop petites, il y a trop d'enfants, il n'y a pas assez d'adultes, c'est sûr. Les cours sont en béton, là où, je ne sais pas quoi, en pneus. Les enfants, ils ont besoin d'herbe, ils ont besoin de terre, ils ont besoin de... et ça, c'est des choses qui vont être difficiles à faire évoluer. Parce qu'on ne peut pas refaire toutes les écoles. Ou alors, il faudra en créer le double pour qu'il puisse y avoir 2 fois moins d'élèves par classe. Mais là, c'est vrai que les enseignants, dans la période juste après le confinement, ils sont rentrés avec des demi-classes et tout ça. Et en fait, ils ont trouvé ça pas mal. Et les enfants, alors qu'il y avait des contraintes complètement délirantes qu'on a imposées aux enfants, au terme de lavage de mains, de distanciation sociale, de trucs sur les premiers jours, ça s'est assoupli depuis. Mais malgré ça, ils ont trouvé ça vachement bien. Ils étaient beaucoup moins nombreux. Ils nous le disaient, il y a moins de bruit. Et ben, ça les gênait en fait, le bruit. C'est eux qui le produisent, mais c'est pas de leur faute. Enfin, forcément, si on met 30 enfants dans une pièce, il y a du bruit. Et eux, ils ont apprécié ce temps-là, un petit peu en petits groupes, où du coup, chacun a plus d'espace pour exister, quoi. Et voilà. Donc, je pense que les choses vont évoluer, et peut-être que cette façon d'enseigner aussi va donner envie, même si c'était contraint aujourd'hui, mais va donner envie à des enseignants de s'intéresser un petit peu à autre chose. Voilà. Après, il faut faire bouger la machine. Comme disent certains, c'est un mammouth. Mais bon. Et, est-ce que avec Fabulo Crèche, est-ce que vous proposez ou est-ce qu'il y a un temps, même court, avec les parents ? Tu parlais de l'importance des parents. Est-ce qu'il y a un moment donné, il est prévu même 1 heure, un temps entre les professionnels, les parents et les enfants ? Là, on a rencontré les parents pour les inscriptions. Donc, on leur a dit à tous qu'ils étaient les bienvenus, en fait, chez Fabulo Crèche, qu'ils n'avaient pas besoin de prévenir, qu'ils pouvaient passer dans la journée voir leur enfant, parce que c'est leur enfant et que c'est la vie de leur enfant et qu'ils sont les bienvenus, et que s'ils ont envie de rester un peu, de proposer une activité avec les autres enfants, on en discute, on voit comment on s'organise et on fait ça. Après, on est plutôt ouverte. Et ce sera les rencontres qui feront les événements, quoi, en fait. Donc, on verra. Ouais. On verra. Mais effectivement, on a envie que ça soit ouvert. Comment les parents, parce que là, moi, ce qui m'avait fascinée, c'est que vous avez mis donc en place un site internet. Il y avait même écrit oui, projet en 2021, alors qu'en fait, on change. Moi, quand j'avais vu ça et que j'avais eu Laetitia au téléphone, je lui avais dit mais attendez, mais faut absolument changer ça. Mais moi, je suis la première à. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus tôt. Donc, comment vous avez aujourd'hui rempli
cette classe avec tous ces enfants, par quelle communication est-ce que vous avez été présenté? Si oui, à qui? Et comment ces parents ont en fait eu connaissance de ce projet? Est-ce que c'est que du bouche à oreille? Est-ce que c'est que des gens de Lancieux? Du coup, non, elle sera à Dinard en plus. À Dinard. Oui, à Dinard. Est-ce que ce sont que des Dinardais? Non. Alors, il y a du bouche à oreille, je pense. Alors, c'était très bizarre parce qu'en fait, tout ça, en plus, a démarré pendant le confinement. Donc, c'était très particulier. Comment ça s'est passé? En fait, ça a été hyper vite. On a eu un petit article qui était même pas de Dinard, en fait, du Petit Bleu, qui est un hebdomadaire, je crois. Oui. Et qui nous présentait, nous, en tant que Lancieutis. Donc, en plus, c'était dans Lancieux, Côte d'Armor, parce qu'on a cette histoire de département. Oulala. Et derrière, on a eu un nombre de demandes de renseignements incroyables. Ensuite, on a fait... il y a eu un autre article dans l'Ouest France. Alors là, ça présentait vraiment plus la crèche. Et puis... Tout ça pendant le confinement, les la articles, vidéo. Oui, en fait, on s'est dit, c'était presque la fin du confinement, je crois, c'est ça. Et on s'est dit, c'est le moment, puisqu'on avait eu beaucoup de rendez-vous financiers. On s'est dit, en fait, finalement, on va réussir à ouvrir en septembre, donc il faut commencer à en parler. Et dans nos vies associatives et tout ça, on connaît un petit peu les correspondants. Donc, du coup, on a appelé une correspondante qu'on connaissait et puis qui a dit oui, d'accord, c'est une bonne idée, on va faire quelque chose. Et on a eu des retours, mais on a eu des mails. Les gens nous disaient merci pour cet article qui nous fait du bien pendant cette période et tout ça. On a eu des retours, on était scotchés. Oui, puis nous, on avait quand même prévu. Alors, comment on va communiquer? Alors on pourrait faire éditer des flyers. On avait réfléchi et on n'a pas eu besoin. Enfin, et ça a été très très vite et ouais, c'est... Mais alors du coup, les gens aujourd'hui, les parents, pas les gens, les parents aujourd'hui se sont inscrits, c'est-à-dire qu'ils réservent une place, ils ont déjà payé quelque chose pour dire je veux ma place, donc je... Ah oui. Oui, en gros c'est ça. C'est génial. Ça c'est ça, oui. On rencontre les familles, on leur propose donc une visite virtuelle puisque malheureusement on n'a pas encore de locaux. Voilà, ça nous permet d'échanger sur plein de choses en fait au cours de la visite virtuelle. Avec les familles, et puis on leur propose de réfléchir. Alors on leur donne 8 jours pour réfléchir parce que on a pas mal de demandes et du coup il faut qu'on puisse proposer à d'autres familles. Sûr. Et puis s'ils sont toujours intéressés, on reprend un rendez-vous et là on contractualise selon leurs besoins, voilà, avec des horaires précis parce que ce que disait Christine tout à l'heure, il y a un jeu en fait avec le nombre de familles, c'est que pour pouvoir accueillir 15 enfants différents dans un endroit où il y a 10 places, c'est avec des histoires d'horaires et voilà, et donc là on a déjà une bonne partie des enfants qui sont qu'on attend le 1er septembre. Voilà, il nous reste, je pense qu'il nous reste quelques places pour des journées en particulier. Okay. Voilà, peut-être plus des besoins où c'est une journée dans la semaine ou une matinée une après-midi. Enfin voilà, je crois qu'on n'a plus de place pour un temps plein. Complète. Ouais. Mais après, c'était complète, là aussi... c'est-à-dire à la journée, pour la semaine. Voilà. Pour la semaine, mais ça, les gens qui s'y prennent à l'avance comme ça, avec une structure qui n'est pas encore ouverte, c'est des gens qui ont un besoin sur... Alors, après, tout ce qui va être fonctionnement qui ressemble plus à de la halte garderie, où on a envie d'avoir 3 heures dans la semaine, où on peut être flexible parce que, par exemple, on ne travaille pas et qu'on a quand même envie de pouvoir faire un peu autre chose de temps en temps. Ça, je pense que c'est des choses qui arriveront un peu plus tard. Et puis, nous aussi, on a besoin de fonctionner, de commencer à fonctionner comme ça avec les enfants. Et tous les enfants n'arriveront pas en septembre aussi. D'accord. C'est ça. Ça va s'étaler jusqu'à février, en fait. Les arrivées. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est bien, parce que nous, ça nous permet de prendre nos marques, les enfants. Voilà. Donc, non, tout... C'est mignon. Pendant un rendez-vous, il y a un jeune papa qui est arrivé. C'est son premier bébé. C'était le 2e rendez-vous avec nous, mais il était venu tout seul sans la maman. Et il a dit, bon, on est des jeunes parents, vous allez nous pardonner, puis vous êtes toutes jeunes dans votre micro-crèche, on va vous pardonner, et puis on va avancer comme ça ensemble. Et c'était très bien, et ça va être comme ça, ça va être bien. Il y avait l'idée de co-construire entre parents, et c'est top ça. Ouais.
Oui, c'est des belles rencontres aussi avec les familles. On a déjà eu des jolies surprises. Ah ouais. Une maman qui est venue au premier rendez-vous bien enceinte. Et puis, voilà, on avait fixé un deuxième rendez-vous puisqu'ils prenaient la place. Et quand ils sont arrivés, ils étaient 3, en fait. Et il y avait le bébé qui avait 5 jours qui était là. Et on a découvert Pablo. Donc ça, c'était sympa. Ouais. Ouais. Je reviens sur ce que j'ai trouvé quelque chose sur le site, même si juste la date n'était pas à jour. Quand j'avais vu, en tout cas, c'était le petit flyer sur les engagements écologiques. Oui. Du coup, j'ai eu la chance, grâce à toutes les deux tout à l'heure, d'aller jeter un petit coup d'œil sur le prochain matériel que vous allez utiliser. Comment vous avez choisi votre matériel ? Est-ce que vous avez acheté du neuf ? Est-ce que c'est de la récup ? Ça vient d'où ? Est-ce que ça correspond à... Bon, est-ce que c'est... je sais que c'est pas du tout du greenwashing avec vous, mais est-ce que c'est lié à des fortes convictions personnelles ? Voilà, en gros, les engagements écologiques de Fabulo Crèche aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, il y a un engagement qui est visible et qui est important pour nous au niveau de l'écologie, c'était le choix des couches. Parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais en crèche, c'est très important, les couches. C'est quand même un nombre de déchets, c'est colossal. Donc nous, on s'est dit, on va fonctionner en couches lavables. Okay. Alors même si, oui, bien sûr, les couches lavables, ça a un impact aussi, qu'au bout d'un moment, il faut les changer. Mais enfin, c'est sans comparaison avec les couches jetables. Alors on est chercher des couches lavables et puis on s'est dit donc le matin, parce qu'on a bien vu, il y a d'autres micro-crèches, on n'est pas non plus les premiers à avoir cette idée. Donc le matin, on a regardé, les enfants arrivent avec leurs couches de la maison, souvent jetables, et le soir, ils repartent chez eux, on leur remet une couche jetable. On s'est dit, ouais, c'est pas très intéressant comme système. Et si on commandait un peu plus de couches pour avoir le stock suffisant pour que les enfants repartent avec nos couches, on fournit une couche propre pour le lendemain, ils reviennent avec... Les parents ont fourni un petit sac un peu imperméable pour mettre la couche de la veille. Comme ça, nous, on se charge, pour des raisons qu'il y a un protocole de lavage, donc c'est nous qui nous en chargeons, du lavage de la couche. Ce qui permet, donc on n'a aucun déchet de couche, enfin, on n'en aura aucun. Et en plus, on va pouvoir peut-être proposer aux familles une espèce d'essai. Et peut-être que des familles vont faire derrière ce choix de la couche lavable. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important sur l'écologie, parce que c'est vrai qu'en crèche, c'est un gros poste, les couches. Ensuite, on a eu le matériel. Et là, le matériel... Juste Laetitia, avant le matériel, les couches, vous avez un fournisseur spécifique dans le coin ou... Alors, pas dans le coin. Alors, on a... c'est compliqué. Il y a plein de marques de couches. Il y a plein de marques. Il y en a plein qui sont super. Et il faut faire un choix à un moment. Et on avait cette idée un petit peu d'éducation, de transmettre aux familles aussi. Alors, on voulait vraiment des couches hyper pratiques. Et donc, on a choisi une marque, je ne sais pas si je peux citer une marque. Voilà, on a choisi Hamac Paris, parce que c'est des couches qui sont vraiment réputées pour ça. Okay. Elles sont hyper faciles d'utilisation. Ils ont une gamme connectivité. Et puis, ils proposaient ce que toutes les marques ne proposent pas, les inserts en coton bio. Parce qu'on voulait rester quand même dans quelque chose de plus écologique possible. Voilà. D'accord, ok. Je mettrai le lien à la fin du... Super. Ok. Et du coup, je t'ai coupé sur le matériel. Et oui, le matériel, du coup, on a commencé à réfléchir en se disant, il faut du matériel durable, des choses... Et puis on s'est dit, en fait, ce qui est quand même le plus intéressant d'un point de vue écologique, c'est du matériel qui a déjà servi et qu'on va pouvoir retaper. Et là, Christine s'est beaucoup chargée, parce que ça a l'air d'être une bonne idée comme ça. C'est beaucoup de boulot de retrouver du matériel d'occasion, de collectivité, mais ça existe. Mais c'est du travail et Christine a passé beaucoup de temps sur des sites d'enchères de collectivité pour trouver du matériel que tu as pu voir tout à l'heure et sur lequel il nous reste beaucoup de travail. Il faut les remettre en état. Alors, ils sont pas trop mal, mais il faut poncer. On a choisi à dessein. On veut éviter le plastique, à tout prix. Donc, on a choisi surtout du matériel en bois parce que on peut aussi l'adapter donc aux besoins de la crèche
alors que souvent c'est plutôt du matériel de maternelle. On trouve plus facilement des petites chaises d'école maternelle que des petites chaises de crèche. Donc va falloir qu'on coupe les pieds. Donc tout ça c'est possible avec du bois. En fait, c'est moins possible avec du plastique ou du métal, c'est moins facile à faire. Donc on a une quinzaine de petites chaises là en stock. On n'en aura pas besoin de 15, mais il faut qu'on les trie, qu'on les choisisse, qui viennent d'une école de Pornichet. On a des lits en bois qui viennent d'une crèche, je pense, de Chevilly-la-Rue. Alors, hop, impact, voilà. Sauf qu'il faut se dire que mes enfants habitent Paris, donc on a couplé un voyage à Paris pour aller les voir et puis aller chercher le matériel aussi, parce qu'on a aussi réfléchi, ça sert à rien d'aller chercher du matériel à l'autre bout de la France. Voilà, c'est pas très très intéressant. Oui, donc, mais voilà. Ça vient pas non plus d'IKEA. Enfin, bon, sans citer de marque, mais ça vient pas non plus de gros groupes. Voilà. Et puis on a trouvé aussi des choses à Angers. Et tout ça, c'est de la récup. Alors, que vous repensez après. C'est de l'achat de vous achetez quand même. Oui, c'est de la seconde main. Donc c'est un système d'enchères. Elles sont pas trop montées, donc c'était extrêmement raisonnable au niveau du prix. Voilà. Donc ça c'est et il faut retaper tout ça, quoi. Voilà. Et puis on va aussi faire des choses, la structure en bois. Ouais. Ça nous stresse quand on en parle un petit peu, parce que là, moi, c'est la terrasse qui Mais non, la terrasse, ça va, la terrasse. Ça passe. Donc, on a mon compagnon, Jean-Pierre, que nous allons user, je crois. Exploiter et user, le pauvre. Il est content, il nous soutient beaucoup et du coup, il est content de pouvoir participer d'une façon, lui aussi, à l'aventure. Et il y a aussi nos enfants qui vont nous donner des coups de main. Enfin, voilà. Oui, mais Jean-Pierre vous pardonnera dans le sens où il sait qu'il n'en a que jusqu'au 1er septembre. C'est ça. Officiellement. C'est ça. Ouais, alors il y a les jouets aussi. Hein. On a pu récupérer des jouets. Parce que finalement, ça a une durée d'utilisation qui est assez courte dans les familles. Donc, on a pu récupérer des choses, des jouets qui sont en parfait état, parce qu'en fait, un enfant, chez lui, il ne l'use pas finalement tant que ça. Christine a fabriqué, parce que Christine est très adroite, elle coud. Elle a fabriqué des magnifiques balles de préhension. Donc, c'est des balles qui sont faciles à attraper pour les petits. Voilà, des coussins aussi de différentes couleurs, avec des tout petits coussins de 5 cm par 5 cm et avec différentes couleurs, différentes textures. Et ça plaît bien aux enfants. Donc, voilà, et puis la démarche, c'est aussi, par exemple, on a un entrepreneur qui va nous poser notre sol. On a quand même choisi des matériaux écologiques, voilà, que ce soit la peinture ou les dalles de plafond. Mais le sol, on a choisi un marmoléum, donc c'est un linoléum en fibre naturelle. Mais l'entrepreneur en avait. Il lui en restait suffisamment pour la surface de la crèche. Du coup, on s'est dit, on va. Et il est sympa en plus, ça tombait bien, c'était parfait, c'est dans les tons qu'on voulait. Et donc on s'est dit, on va plutôt réutiliser sa fin de rouleau de marmoléum plutôt que d'aller recommander. Donc c'est une démarche sur tout ce qu'on peut faire. Il y a des choses où c'est pas possible, il y a des choses où on est aussi limité par rapport aux règles de sécurité et tout ça. Mais quand c'est possible, c'est notre première idée, c'est la récup et c'est sympa. Ça demande aussi un esprit un peu. C'est vrai, en fait, c'est plus simple de prendre un catalogue et de tout se faire livrer. Je pense que c'est plus simple. Mais là, il y a un attachement du coup. Forcément que les petites chaises, quand on les a poncées et que Christine a traversé une partie de la France pour aller les chercher, et qu'il faut les entreposer dans un camion et que on y a un attachement forcément qui est plus fort. Et donc derrière aussi, je suis convaincue qu'on prend aussi plus soin de ces affaires, de ces objets et qu'on le transmet aussi ça un petit peu aux enfants, quoi. Voilà.
Voilà, on veut pas être dans le consumérisme à tout prix. On a envie que ça soit, alors c'est un défi parce qu'on a envie que ça soit un bel espace qui donne envie, voilà. On n'a pas envie que ça soit non plus un espace de bric et de broc et qui a pas de sens. Donc on va faire attention à la déco, mais on veut pas avoir un impact important au niveau de la consommation aussi. Donc, voilà. Il y a une invitée qui, du coup, depuis est devenue aussi une amie qui était passée sur le podcast, qui est archi et qui s'est spécialisée en feng shui pour les crèches. Et je suis sûre qu'elle sera hyper OK pour échanger avec vous. C'est une passionnée, c'est une maman... elle a des étoiles dans les yeux dès qu'elle parle d'enfants et de puériculture, etc. Et je suis sûre qu'elle serait ravie de vous avoir au téléphone, juste pour échanger avec vous sur le projet. Et du coup, sur la micro-crèche. Donc, Hélène, elle écoute tous les podcasts, elle écoute tous les épisodes. Je te sais fidèle. Hélène, je te mets en relation... avec ton accord quand même, bien sûr, avec Christine et Laetitia, je suis sûre que ça peut matcher. Ah bah oui, avec plaisir. Aujourd'hui, il vous reste quelques places, mais sinon vous avez les enfants, vous avez le local. Qu'est-ce qui vous manque ? De quoi vous avez encore besoin, à part de temps ? Alors, de quoi on a encore besoin ? Alors, on a encore des questions administratives sur le feu, parce que le temps administratif n'est pas le même que le temps du reste des gens. Voilà, on a besoin que nos travaux se terminent. On a aussi besoin de trouver le temps de lancer notre campagne de crowdfunding pour financer, parce que donc on a financé le projet en partie avec quelques économies à nous. Non, pas de subvention publique, mais avec des investisseurs voilà, qui ont participé, ce qui a permis aussi d'obtenir un prêt bancaire. Enfin, voilà, c'est le... Mais toute la partie extérieure, en fait, qu'on va aménager, ça va rester un vrai jardin naturel, mais on va quand même mettre une belle terrasse qui va permettre aux enfants de faire du porteur dessus, voilà, et puis un toboggan, une cabane. Enfin voilà, il y a quand même bien clôturé aussi, parce que évidemment que le jardin doit être clos. Le jardin, on aimerait du coup pouvoir faire une campagne de crowdfunding pour financer les travaux du jardin. Donc voilà, il nous manque un peu de temps, en fait, je crois tous les jours, 2-3 heures, pour pouvoir faire tout ça, mais on va y arriver. En termes financiers, le crowdfunding, il vous manque combien ? Je pense qu'il faut qu'on aille sur minimum 4 000 €. Okay. Voilà. Et s'il y a plus, on pourra faire plus de choses. Voilà. Okay. Parce qu'on a l'essentiel, projet c'est 4 000 €. Annexe. On en a déjà un, mais c'est de pouvoir sortir de la crèche. Ça, c'est aussi dans notre projet pédagogique. Les enfants en crèche, ils ne sont pas dans une bulle hors du monde. Ils font partie de la vie, de la ville. Et on a envie de pouvoir sortir avec eux. À pied, en poussette, c'est bien. Mais on a un vélo triporteur. Qui permet de transporter 4 enfants. Et en fait, c'est mon vélo triporteur, donc on va pouvoir utiliser pour la crèche. Mais 4 enfants, c'est un peu juste pour une crèche. Donc ce qu'on aimerait aussi pouvoir, à terme, ça va être de financer un second vélo triporteur, de manière à pouvoir nous déplacer vraiment. Alors dans Dinard, par la voie verte, ça nous permettra d'aller à la bibliothèque, à la plage, voir une animation, pourquoi pas, qui serait proposée par la ville dans le centre de Dinard. Et ça, on aimerait beaucoup, mais c'est vrai que c'était pas le plus urgent pour monter la crèche, mais la campagne pourrait servir aussi à financer ça, et c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Ok, donc appel aux dons. Ah bah oui. Malouin, Dinardais, Parisiens, quel que soit, ou enfin même à tous les Français qui croient en ces beaux projets et en ces belles entreprises. Voilà, si tout le monde met quelque chose, et ben finalement ça va vous faire
des belles... vous leur offrirez une visite s'ils viennent à Dinard. On a prévu, on a pensé tout ça. Mais ok, donc appel à dons. Je transmettrai le message à pas mal de copains qui sont en asso à Saint-Malo et aux entrepreneurs que je connais. Donc ok, appel lancé. Merci. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Moi, j'ai 2 dernières questions à vous poser. On est très fan sur le podcast d'une citation de Gandhi. C'est le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Donc la question que j'ai très envie de vous poser à toutes les deux, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec ce projet, est-ce que vous vous sentez alignées toutes les deux ? Oui, pour moi, oui. Je me sens alignée dans ce que je fais, oui. Et ce que je pense. Et je crois que ça se voit, en fait. C'est les retours. En fait, on n'en était pas forcément hyper consciente. Mais après certains comités de financement, enfin, quand on a présenté notre projet, les retours qu'on a eus, c'était qu'on était très convaincantes, que c'était évident. Et ça nous a fait réaliser que oui, effectivement, visiblement, ça se voit. Oui, c'est très agréable de pouvoir se projeter dans cette aventure et de se dire que tous les jours, on travaille en accord avec ses valeurs profondes, quoi, avec son éthique et sans compromis. On sait où on va et être en accord avec soi-même, c'est extrêmement satisfaisant et reposant, et du coup ça laisse place à plein de choses et à imaginer peut-être. Et puis je trouve qu'on rencontre que des gens sympas par cet intermédiaire, et voilà, ça demande tout demande un peu de travail, surtout l'administratif, le financier, ça demande du travail, de s'y mettre, de s'y pencher, de s'y consacrer, mais les choses se font quand même assez bien aussi. Oui, on rencontre des gens bienveillants. On s'est fait la réflexion une fois, c'est quand même marrant parce que tous les gens qu'on rencontre, ils sont vachement sympas. Et en fait, on s'est dit, mais peut-être aussi parce que notre projet, comme ça plaît et que je pense que les gens perçoivent la sincérité du projet, et ben du coup, ça provoque des échanges comme ça, hyper bienveillants, pour en revenir toujours au même mot. Mais c'est vrai, et moi j'y crois. On dit souvent, pour avoir parlé avec hommes et femmes qui croient beaucoup à cette question d'énergie, qu'on a naturellement, ou qui peut, quand on est crevé, ou quand on passe et qu'on vit des moments difficiles, l'énergie qui peut être un peu plus basse. Ils sont tous d'accord pour dire que plus ton énergie, plus tu es aligné dans ton projet, dans ta vie, dans ton parcours, dans ta vie de femme ou dans ta vie d'homme, plus tu dégages un certain type d'énergie, et que finalement, ce type d'énergie, après, tu t'attires à toi des personnes qui ont le même type d'énergie. Ouais, c'est un peu la sensation qu'on a là. Ouais. Du coup, ma dernière question, je vous la pose à toutes les deux. Du coup, j'ai retenu pour Laetitia que le prénom de tes 2 enfants, de 2 de tes enfants, j'ai retenu Romy et Samuel. Ouais. Du coup, juste le nom des 2 autres ? Elisa et Louise. Elisa et Louise. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à Samuel, Romy, Elisa et Louise dans quelques années, quand elles écouteront et quand ils écouteront cette interview aux prémices de ton projet, avec l'idée que du coup maman elle se lance, elle prend les risques, mais elle y va. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ce que je leur dis déjà, faut y croire, faut croire en soi, il faut aller là où on sait qu'on est bon, parce qu'au fond on sait pourquoi on est fait, je pense. Et d'ailleurs ma grande, pas qu'elle, mais elle c'est un peu plus visible parce qu'elle est un peu plus grande, elle a 17 ans, elle va commencer ses études, elle croit à ce qu'elle fait et elle y va et ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, je pense que quand on est sincère, on attire, il y a cette énergie qui... Voilà. Cool. Du coup, Christine, toi, t'es le nom des garçons essentiellement. Alors, ça va être long, d'accord. Moi, mon fils aîné s'appelle Gwendal. Il est architecte et il nous a accompagnés sur le projet pour faire les plans de la crèche. Quand même. Et puis, après, j'ai des jumeaux qui s'appellent Ewan et Brewen.
Et puis après, il y a les enfants de Jean-Pierre, Benjamin, Alexia, faut pas que j'en oublie, Mégane, Maxence, Laurine, et puis il y a Mélanie, que tu as rencontrée aussi, qui est la compagne de Brewen. Brewen, depuis un petit moment, sur notre petit groupe Facebook, il signe « So proud of his mother ». Tellement fier de sa maman. Donc, je crois que c'est déjà bien. Ce que j'ai envie de leur dire, et ce que je leur dis déjà, c'est qu'on a tous une place et qu'il faut être sûr. On a cette bonne étoile qui nous accompagne et qui est là. De toute façon, on peut être rassuré parce que on a tous une place. Donc voilà, c'est pas la peine de paniquer, de s'inquiéter. On a sa place, même si on a l'impression qu'on n'a pas fait les bonnes études, même si on a l'impression qu'on n'a pas... Voilà, le chemin se fait, se cale. C'est pas toujours facile, évident, mais le chemin, il a du sens et un intérêt, et c'est la place. Donc voilà, moi, c'est mon idée, c'était de tenter de voir un peu plus grand. Je pense que je viens d'une famille où on reste toujours un peu discret et on n'ose pas trop. Et donc, l'idée, c'est ça aussi. Allez-y, quoi, en fait. Du coup, les filles, on peut vous suivre où ? Est-ce que vous avez un... On a un Facebook. Un Facebook, ok. Fabulocrèche Dinard. Dinard, voilà. Ok. On a un Instagram. Fabulocrèche Dinard aussi. Voilà. Ok. Très certainement que sur le site internet de Fabulocrèche, il va y avoir un blog. Ok. J'espère qu'on arrivera à tenir dans la régularité pour écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire. Et moi, j'ai un autre site internet qui s'appelle Les parents du talent. Fabulocrèche prend tellement de place que... Les parents du talent, où j'ai écrit, pas toujours dans la régularité, mais où il y a beaucoup de choses autour de l'éducation qui sont écrites déjà. Donc, qu'on peut aller lire. Ouais, voilà. Je mettrai le lien. J'ai beaucoup écrit dans Les Plumes de Laïa, qui est un magazine sur l'instruction en famille, mais pas que. C'est-à-dire que tous ceux qui se passionnent pour l'instruction ou l'éducation peuvent aller lire ce magazine que j'ai cofondé. Et donc, dans les anciens numéros, vous trouverez ma signature sur pas mal d'articles. Super. Voilà. Eh ben, moi, j'ai plus qu'à vous remercier déjà pour ce chouette moment avec vous. J'ai hâte, même si le mois de septembre, pour moi, ça va être une autre étape de ma vie. Du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir revenir avant, mais en tout cas, quand je reviendrai, je pense que du coup, on sera 3. Donc, moi, je serais hyper fière aussi de présenter à ce bébé cette crèche. Puisqu'il aura aussi été présent, très présent pendant cette interview. Il a bien bougé. Je pense que ça lui parle. Donc, déjà, merci encore une fois. Merci à vous deux. En plus, encore une fois, on est samedi. Donc, c'était pas évident de prendre ce temps. On vit Fabulocrèche, on dort Fabulocrèche, on mange Fabulocrèche en ce moment. Je mettrai les liens vers vos sites et vers les sites que tu as mentionnés juste à la fin. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions à poser à Christine et à Laetitia sur Fabulocrèche, sur la microcrèche de Dinard, vous les contactez. Et puis, si vous avez aussi d'autres questions d'ordre général sur l'entrepreneuriat, sur le fait que on peut être maman, 4 enfants, on peut avoir une 50aine d'années et se lancer dans une entreprise, je vous encourage également à les contacter. Mais moi, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, le meilleur moyen de soutenir un podcast, c'est d'aller sur les plateformes d'écoute, de les noter 5 étoiles et surtout de mettre un petit commentaire. Donc c'est très simple, mais ça nous aide vachement. Voilà, comme je le disais, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour découvrir des nouvelles aventurières de la vie. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois,
Chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.